Bonjour à tous. Effectivement, j'ai tenu un peu à être là, bien que on faisait en même temps un colloque avec mon ami Boris Cyrulnik sur résistance et résilience. Résistance, parfois à des idées trop passionnelles. Résistance, il faut résister aussi intellectuellement parfois à certaines choses. Et aussi parce que j'aime bien la sensibilité de votre association, qui a un côté humaniste et un côté pragmatique aussi sur le terrain. Alors, sur ce sujet, d'abord, vous avez dit évaluation psychiatrique, mais voilà, évaluation psychiatrique, psychologique, psychocriminologique, et tout est important. Je rappelle que déjà en 2005, j'avais finalisé le rapport sur la prise en charge du conjoint violent pour la ministre de la Parité, à l'époque c'était Catherine Vautrin, et vous avez vu quand même dans ce beau pays qu'est la France, le temps qu'il a fallu pour que, effectivement, concrètement sur le terrain, on soutienne un peu les associations qui s'occupaient déjà de la prise en charge des auteurs de violences pragmatiquement. Donc c'est vrai qu'on est un pays parfois trop intellectuel, trop passionnel, trop idéologique, et donc un peu de pragmatisme fait du bien. Mais ça y est, on y est grâce au Grenelle, et donc j'avais rencontré à l'époque un petit peu des conseillers du Premier ministre, et je pense qu'il faut remercier Édouard Philippe un peu pragmatiquement d'avoir osé, parce qu'il fallait oser dire il faut aussi prendre en charge les hommes, même s'il faut commencer d'abord, et c'est normal, par les victimes. Et donc vous voyez qu'en France, comme ailleurs, sur ce sujet, il y a eu trois mouvements. C'est le mérite des associations militantes de s'être occupé des femmes. Souvent, c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes victimes. On ne le dit pas trop, mais c'est à 10% quand même des cas. Et puis ensuite, bien sûr, en 2005, on a fait un rapport sur les auteurs. En 2010, on s'est intéressé aux enfants. Et après, il faut que la politique publique accompagne ceux qui, sur le terrain, s'occupent des victimes, des auteurs et des enfants. Et bien sûr, au cœur, le ministre l'a rappelé, d'une politique de prévention. Alors, vous avez rappelé les écrits un peu que j'ai fait avec d'autres sur ce sujet, mais ce que je voudrais aujourd'hui, le fil conducteur de mon propos, sera de trouver un langage clinique de terrain d'observation. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire du côté des victimes, pourquoi un si long silence? Donc, le temps que une femme a en parler, évidemment, plus elle parle tôt, plus on peut s'occuper mieux un peu des choses. Et c'est pas que parce qu'elles sont sous emprise, bien sûr. Vous voyez, un concept psychopathologique qui fait fureur, qui est pertinent, moi je le partage, mais on peut le dire plus concrètement, il y aurait des manières beaucoup plus simples d'expliquer pourquoi une femme a du mal un peu à rendre public un peu qu'il se passe dans son couple une dimension de violence. Il y a plein d'éléments, c'est une clinique de terrain, je vais pas tout dire. Culpabilité subjective, espoir que ça s'arrange, peur du regard de ses enfants, à tort ou à raison. Et donc, j'ai fait beaucoup de conférences sur ce sujet ces dernières années. Et donc, voilà, il y a toute une clinique de terrain et c'est la même que je voudrais vous proposer sur les auteurs. Alors, il y a une manière intellectuelle de parler des auteurs. On est en France, le pays des intellectuels, les grandes idées. Mais il y a trois repérages intellectuels qui ne vont pas nous aider d'ailleurs beaucoup dans la pratique, mais c'est important de penser, qui sont complémentaires à mes yeux. Le repérage sociologique, le repérage psychologique, le repérage criminologique, et un peu comme les sages d'Orient, on pourrait dire tout le monde a raison. J'ai vu que vous avez effectivement un certain nombre d'orateurs aussi. Certains disent, finalement, la violence faite aux femmes, bon, je ne peux pas parler de la violence conjugale, mais bon, la violence faite aux femmes, c'est lié à une raison culturelle, à des constructions des sociétés, à des imaginaires. Est-ce que le courant féministe qui porte cette sensibilité a raison? Le sage pourrait dire oui, c'est vrai. En même temps, le psychiatre, le psychologue, l'éducateur disent mais bon, dans une société donnée, tous les hommes ne sont pas violents. Donc, il faut peut-être regarder du côté de la personnalité. Il y a une personnalité de ceux qui sont violents. Et là, le sage dit aussi, mais oui, ils ont raison. Et puis, il y a un troisième repérage qui a été mal vécu, d'ailleurs, quand je l'ai proposé dans le groupe de travail en 2006, qu'on peut présenter comme ça. La criminologie souligne qu'il y a des situations à risque. Par exemple, être seul avec quelqu'un, c'est potentiellement une situation à risque d'un parent et un enfant, d'un homme avec une femme. Mais le couple est une situation à risque. Alors j'ai vu la tête un peu étonnée un peu des gens qui participaient au groupe de travail en 2005. Je leur ai dit, pour certains bien sûr, et en quoi le couple est une situation à risque? C'est merveilleux le couple. Je pense que certains d'entre vous sont ou ont été amoureux.
Mais en même temps, c'est une situation à risque. Et pourquoi? Parce que le couple, c'est une situation où on n'est que deux. Et donc, un des éléments du monde moderne qu'on souligne à tout bout de champ de façon pertinente, la démocratie, mais c'est 50-50. Donc, dans le couple, situation à risque, il y a toujours une tentation, et on va voir desquelles, homme ou femme, de prendre l'ascendant sur l'autre. Parce que finalement, la démocratie, quand on n'est pas d'accord, n'aide pas à résoudre le différend, le conflit, on va le voir. Donc, moi je pense qu'il faut indiquer sur ce sujet qu'il y a des facteurs culturels, c'est vrai, il y a des facteurs de personnalité, c'est vrai, il y a des facteurs situationnels. Et donc là, on voit que tout l'intérêt d'apprendre aux adolescents, hommes et femmes, garçons et filles, donc le couple, c'est merveilleux, mais donc il faut apprendre à le gérer. Plus concrètement, je vais vous proposer, et je pense qu'au fil des années, à la fois, je sais que le ministre de la Justice à l'époque avait apprécié mon rapport sur la prise en charge du conjoint violent parce qu'il est pragmatique, parce qu'il est concret. C'est une clinique d'observation qui est partagée, qui peut être partagée par les psys, par les éducateurs, par les travailleurs sociaux. Donc, mon trident est le suivant. Il faut évaluer l'homme. On va parler le plus souvent des hommes sur les femmes, bien sûr, 90%. Qui est cet homme, indépendamment des faits dans un premier temps? Qu'est-ce que l'évaluation de cet homme nous apprend de lui? On oublie un instant le comportement qui lui est reproché, que parfois il nie, vous le savez, ou il reconnaît à moitié. C'est le premier axe du trident. Le deuxième axe du trident, et j'ai beaucoup aimé, je suis passionné, moi, pour les comportements transgressifs en tant que jeune psychiatre. Un deuxième axe, c'est le rapport à l'acte. Le rapport à l'acte, ce qu'on apprend à la fois par les enquêteurs de l'acte, ce que ces sujets nous disent de leur acte, nous apprend quelque chose d'eux que la seule analyse structurelle de la personnalité ne nous apprend pas. Et puis, il y a un troisième axe du trident, et vous verrez que ce trident peut s'appliquer à d'autres comportements transgressifs que vous accompagnez, c'est les thématiques spécifiques. On est habitué, et la clinique classique nous avait habitués, à dire qu'il y a des gens violents. Et ce qui m'a passionné un peu dans l'étude des comportements transgressifs, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont violents dans beaucoup de situations. Et on peut parler de l'image du psychopathe qui va être violent dans la rue au volant de sa voiture, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Mais une des choses les plus intéressantes en psychocriminologie, c'est que il y a des gens qui sont violents que dans certains domaines. Il y a des hommes qui sont violents qu'avec leurs femmes. Ils ne sont pas violents sur leurs enfants, ils ne sont pas violents dans la famille. Donc, il faut, pour tout sujet de comportement transgressif, essayer de trouver quelles sont les thématiques spécifiques qui font que c'est dans ce domaine particulier de la conjugalité que le sujet est violent. On va en nommer certains. La jalousie. Tous les hommes violents ne sont pas jaloux, mais beaucoup de jaloux sont violents. La peur de perdre, on y reviendra. Vous savez que beaucoup de violences les plus radicales se font dans des contextes réels, supposés, imaginés par le sujet de séparation. Le différent, ben oui, comment, quand on est immature ou égocentré, on gère le fait de ne pas être d'accord avec sa compagne. Le 50-50 ne suffit pas. Et puis, à un niveau plus profond, bien sûr, on voit chez ces sujets, mais là, ça s'adresse aussi à d'autres types de comportements, un manque de confiance en l'autre et un manque de confiance en soi. Donc, trois éléments, la personnalité, le rapport à l'acte, les thématiques spécifiques qui expliquent que c'est dans ce domaine particulier que s'exprime cette violence conjugale. Tout à l'heure, je terminerai avec quelques critères là aussi très concrets pour mettre sur la piste en 10 items, certains qui sont des items criminologiques, donc à la portée de tout professionnel, et d'autres qui sont plus psychologiques encore, qui sont pour moi les 10 items qui doivent attirer notre attention sur justement ceux qui sont les plus dangereux. Parce que prendre en charge un conjoint violent, c'est bien, mais prévenir quelqu'un qui, malgré l'interpellation du procureur de la République, pourrait
malgré l'interdiction d'approcher, aller refrapper ou même tuer sa femme, c'est encore mieux. Alors, développons un peu ce trident. Sur le plan de la personnalité, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai été psychanalyste étant plus jeune, pendant 15 ans, on l'a rappelé, mais j'aime bien le langage de la psychopathologie, mais bon, honnêtement, il a un côté un peu flou. Alors regardez un peu, quel est le concept qui a le plus fait fureur ces dernières années? Le pervers narcissique. Aujourd'hui, donc, tout le monde traite l'autre de pervers narcissique, dans une séparation conflictuelle où il ne se fera pas dessus. Mais ma femme est une pervers narcissique, mon mari est un pervers narcissique. Ça gagne même les tribunaux. Un jour, je discutais avec une jeune magistrate dans un sympathique tribunal de province, très tranquille. Alors, je dis, ça a l'air sympathique. Ici, dans cette petite ville, on circule facilement. C'est pas... Elle me dit, tout serait pour le mieux si le président n'était pas un PN. Alors, je pensais que c'était un concept juridique qui m'échappait. Et je lui dis, PN? Elle me dit oui, pervers narcissique. Bon. Donc, vous voyez, ces concepts, donc, ils sont pertinents, ils font penser. Et regardez, je vais vous dire en termes psychopathologiques quelque chose, et puis après, je vais vous le dire en termes plus simples. D'ailleurs, j'ai beaucoup fait dans le rapport en 2005 pour éviter qu'une sous-partie du groupe de travail voulait que j'écrive dans le rapport final « Tous les hommes violents sont des pervers narcissiques ». Ah non. Bon, de temps en temps, ici, peut-être je suis enregistré, mais certains sont trop cons pour être aussi intelligents pour manipuler une femme. Vous voyez, c'est une violence plus brutale. Donc, il ne faut pas simplifier la psychopathologie. Donc, si on parle en termes psychopathologiques, on dirait l'homme violent est un pervers narcissique qui exerce une relation d'emprise sur sa femme en déniant son altérité. Alors, les gens se disent « Oh, puissant !» Ça, c'est pensé. Oui, mais concrètement, comment on voit que quelqu'un est un pervers narcissique? Comment on voit qu'il fait une relation d'emprise? Et puis, qu'est-ce que c'est le déni d'altérité? Et je vais vous le dire maintenant dans un langage plus psychocrinologique, qui est un langage que j'aime beaucoup parce qu'il est interdisciplinaire. C'est un sujet égocentré, on va voir ce que ça veut dire, qui a tendance à ne pas prendre en compte la position de l'autre, en essayant d'abuser de lui. Et comment il abuse de lui? Et regardez les 4 éléments concrets que nomme le mode opératoire de la fameuse emprise. La psychocriminologie les nomme. Comment on peut abuser de quelqu'un? La violence physique. Oui, si on vous cogne dessus. La menace de violence, le harcèlement et la manipulation. Voilà les 4 modes opératoires avec lesquels peuvent s'exercer la violence sur l'autre. Vous voyez qu'il y en a 2 qui sont brutaux et qui d'ailleurs peuvent assez facilement être objectivés par la justice des hommes. Et 2 autres qui sont plus subtils, plus psychologiques, qu'on va retrouver dans les violences psychologiques, le harcèlement et la manipulation. Voilà un langage, pour moi, plus proche d'un langage commun entre les psys, les éducateurs, les travailleurs sociaux, tous ceux qui, dans les associations, et dans les services thérapeutiques, accompagnent les hommes violents. Et donc, bien sûr, sur ce premier sujet, la personnalité, on pourrait dire, souvent, il y a des troubles de la personnalité. Le psychopathe, le caractère paranoïaque, le fameux pervers narcissique et les borderline. Donc, quelque chose de fourre-tout que les psys ont inventé quand ils ne trouvaient pas à caser clairement la personne dans une autre rubrique. Mais plus simplement, plus concrètement, dans l'ici et maintenant des transgressions dans la conjugalité. On voit que la plupart des hommes violents sont à la fois immatures et égocentrés. Parfois, ils sont plus immatures qu'égocentrés, parfois, ils sont autant immatures qu'égocentrés, parfois, ils sont plus égocentrés qu'immatures. Et en même temps, ceux qui m'ont lu le savent, j'ai beaucoup fait pour dégager 3 profils qui sont à prendre en charge de façon un peu différente, avec des difficultés plus ou moins importantes. Et c'est important de mettre un peu d'ordre, de classifier pour mieux prendre en charge. Je ne développerai pas l'immaturité, qui même est un concept un peu flou, vous l'avez entendu un petit peu à tout bout de champ, prononcé par les psys, mais l'égocentrisme,
m'intéresse plus et vous allez voir comment je vais le décrire avec toujours ma recherche d'une clinique concrète que tout le monde peut comprendre et utiliser. J'aime mieux le mot égocentré. Vous savez que dans la psychopathologie, on dit c'est une pathologie narcissique, c'est la même chose, mais égocentré, c'est centré sur soi. Et l'égocentrisme, dans une relation, il faut étudier le rapport à l'autre. Et regardez comment je vais l'illustrer. Je venais, quand j'ai commencé à m'occuper des sujets transgressifs en créant des consultations à la quarantaine, je venais de la pratique de la psychanalyse, de gens qui, tranquillement, viennent demander de l'aide spontanément. Et regardez, si je tends mon oreille gauche et j'écoute quelqu'un qui a une certaine structure psychique, il me dit, hier, je me suis mis à hurler. Ma femme m'énervait, on n'était pas d'accord. Et moi-même, j'étais surpris, je n'avais jamais crié aussi fort. J'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux. On ne s'est plus parlé. On s'est couché sans se dire le moindre mot. Ce matin encore, on était marqué par ce qui s'est passé et je ne lui ai pas adressé la parole et elle ne m'a rien dit. Mais je me demande, est-ce à moi de commencer? Est-ce à moi de lui dire quelque chose? Est-ce qu'elle a eu mal au cœur? Vous voyez comment cet homme à structure névrotique associe spontanément sur la réalité psychique de l'autre. 10 ans plus tard, je commence à prendre en charge des sujets qui ont fait des comportements physiques violents. Et qu'est-ce que j'entends? La vie de Bibi, la souffrance de Bibi, la frustration de Bibi quand la femme de Bibi ne fait pas ce que Bibi voudrait que Bibi... Le bibicentrisme. Et quand je dis « Oui, monsieur, je vous écoute », et elle, que pense-t-elle? Et regardez les réponses. Ben, je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Hein. Je n'ai jamais demandé. Elle m'a jamais rien dit. Vous voyez la faiblesse d'association libre sur l'autre dans le fonctionnement psychique de beaucoup d'égocentrés. C'est-à-dire que finalement, le mot égocentré est intéressant, mais il traduit le surinvestissement de ses propres désirs, de ses propres souhaits, de ses propres frustrations, de ses propres souffrances, et surtout, et là voilà le point aveugle, un manque, un développement, pas absent, mais relativement faible, de se demander ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et vous ne serez pas surpris de voir que dans les groupes de parole, dans les suivis, le premier thème qu'on va travailler, parce qu'il est simple, c'est de développer chez l'homme violent sa capacité à penser ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, effectivement, on a là, et puis, il y a des gens qui sont plus immatures qu'égocentrés, qui sont assez faciles à prendre en charge. Il y a des gens, le gros de la troupe est autant immature qu'égocentré, et les plus retors, les plus cyniques, les plus paranoïaques, les plus mégalomanes, sont des sujets qui sont plus égocentrés qu'immatures, c'est-à-dire qu'au fond, dans ce défi de la conjugalité, ils veulent en permanence imposer leur point de vue. Donc on voit que là se dessinent les trois profils. Deuxième axe, qu'est-ce que le rapport à l'acte nous apprend? J'étais un de ceux qui a le plus insisté sur le fait de la clinique de terrain de la transgression, l'analyse de la personnalité ne nous dit pas tout. Il faut analyser l'acte. L'acte, bien sûr, dans la tête du sujet, avant les faits, pendant les faits, après les faits. Statistiquement, il y a une relative pauvreté de ce qu'un homme violent peut dire de pourquoi il en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé avant les faits? On va l'interroger bien sûr là-dessus. Pendant les faits, regardez la plupart des discours, un petit peu témoignent une espèce d'état particulier. Je sais pas, je m'en souviens pas trop. J'avais trop bu, j'avais pris de la drogue, j'étais sous calmant. Bon, donc ils traduisent un trouble du champ de conscience allégué, mais non, ils ne restituent pas les émotions dans un premier temps qui sont les leurs au cœur même du moment de la violence. Et donc finalement, dans un premier temps, on peut leur poser des questions sur l'acte. Et les questions sur l'acte, là aussi, c'est une clinique sémiologique concrète, de terrain, d'écoute. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Totalement, partiellement, indirectement? Si elle le dit, c'est vrai, mais je ne m'en souviens pas. Ou est-ce qu'il nie les faits? Il nie mollement, il nie en menaçant, je vais porter plainte pour diffamation, il nie avec défi,
un peu cyniquement. Vous voyez, le rapport à l'acte, le rapport à la responsabilité propre. Est-ce que je suis responsable de ne m'être pas contrôlé? Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est de la sienne? Quel est le ressenti, si je reconnais partiellement, d'avoir été violent? Un vague malaise, une indifférence apparente, un vécu de honte, un vécu de culpabilité. Et regardez là, dans l'histoire des idées, je me rappelle quand j'étais jeune psy ou jeune psychopathologue, les psys décrivaient les gens qui n'étaient pas des normales structures névrotiques comme des gens qui ne ressentent ni anxiété ni culpabilité. Pourquoi? Parce que on voyait chez les gens humains, normalement fragiles, les névrotiques, le ressenti de l'anxiété qu'il fallait un petit peu diminuer et de trop de culpabilité qu'on voyait un peu chez certains sujets. Et regardez, vous avez là aussi, dans cette clinique classique, souvent les victimes sont trop anxieuses. Les victimes se sentent inutilement trop coupables, où on retrouve les fragilités. Mais finalement, la clinique d'écoute de beaucoup de sujets violents a remis au goût du jour un autre affect, la honte. La honte, c'est moins sophistiqué que la culpabilité. Le sujet ne se condamne pas lui-même à l'intérieur de son crâne. Mais au fond, quand il est interpellé, il a honte vis-à-vis de la société. Maintenant, le voisin sait qu'on est venu me chercher à 6 heures du matin pour me mettre les bracelets. Il a honte vis-à-vis de certains membres de sa famille qui comptent pour lui, et il a honte par rapport à lui-même. La honte est un affect donc qu'après coup, beaucoup de sujets violents peuvent ressentir, même s'ils n'accèdent pas d'emblée à cette forme plus sophistiquée de l'autocondamnation qu'est la culpabilité. On peut aussi étudier chez eux la capacité de se demander qu'est-ce qu'il résulte de leur violence dans la tête de leur femme. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir de conséquences pour elle? La petite parenthèse, vous savez que une certaine sensibilité à essayer de dire on ne peut pas mettre ensemble un homme violent et sa victime. C'est vrai dans beaucoup de cas. Mais en même temps, pour les praticiens de terrain, la violence, c'est variable par son intensité. Et regardez quelque chose dont on parle moins mais qui existe. Le commun des mortels qui écoute simplement ce qu'on dit dans la société, qui n'est pas concerné, pense que après les plaintes, les femmes se séparent. Pas toujours. C'est compliqué, le couple. C'est pas si simple. Et donc, parfois, il y a une forme de maintien du lien. C'est pas notre problème, c'est le leur. Et donc, dans le groupe de travail également, s'est posé la question, est-ce qu'on peut proposer, si les gens restent ensemble, ou choisissent de se mettre ensemble, un entretien de couple, donc un couple où il y a eu une violence conjugale. Alors, plutôt que d'en faire oui ou non, et là, Dieu sait si le débat est passionnel, c'est comme, je ne vais pas y toucher aujourd'hui, est-ce qu'un homme violent peut être un bon papa? Je n'y touche pas parce que, bon. Mais, vous savez, la clinique est complexe et de temps en temps, comme dirait mon ami Boris Cyrulnik, il faut des idées claires, mais aussi introduire un peu de complexité. Donc, évidemment, on comprend que les choses ne sont pas si simples. Et donc, j'ai proposé dans ce rapport que si le sujet était sensible aux conséquences de sa violence sur sa femme, s'il était sensible au regard de ses enfants sur son comportement, s'il était capable d'autocritiquer son comportement et sa violence, dans les bons cas, les plus faciles, on est d'accord, les plus immatures, les plus sensibles un petit peu au rapport avec les psys et les éducateurs, et que les gens veulent vivre ensemble, on va s'interdire à jamais de les voir en couple. D'ailleurs, regardez, on a une culture en France, je le dis un peu très librement, avec mon vieil âge,
on pense qu'on règle tous les problèmes si on empêche les gens de se voir. Oui, c'est vrai, il faut le faire d'ailleurs dans les cas graves. Mais dans d'autres sensibilités culturelles des démocraties, il y a un accompagnement de la famille. Hein, il y a un accompagnement de la famille. Alors regardez même, je vais un petit peu le caricaturer à la française. Qu'est-ce qu'on fait en France? On a des associations de prise en charge des victimes, c'est merveilleux, je soutiens. On a maintenant des associations qui prennent en charge l'homme violent pour prévenir, très très bien. Et on a d'autres services qui prennent en charge les enfants. Et parfois, une institution prend en charge la femme victime, une association prend en charge l'homme violent, une association prend en charge les enfants. Et dans certaines familles, les trois se retrouvent autour de la table familiale le soir parce qu'ils ne sont pas séparés. Et ces trois institutions ne communiquent pas en elles. Ah ben bravo le système français, donc on dirait plus con tu meurs. Bon d'accord. Donc, et dans d'autres cultures, pour les familles où c'est possible, c'est pas notre affaire, c'est le leur, il y a bien sûr l'accompagnement global de la famille qui est important. Mais bien sûr, vous comprenez que ce sujet est complexe et je ne suis pas en train de proposer que dans des situations où les hommes sont les plus problématiques, donc, et on va voir un petit peu la dangerosité, les paranoïaques, je ne suis pas en train de dire il faut un petit peu que les gens se voient. Mais vous voyez la diversité que les gens de terrain ont à faire face après le dévoilement. Et par exemple, en France, on parle un peu des gens qui continuent la vie commune après le dévoilement, après la plainte, mais ça existe. Donc, il faut aussi l'accompagner. Je me rappelle, après mon tour de France, après mon rapport sur la prise en charge du conjoint violent, un procureur me dit, un petit peu dépité, « Docteur, c'est pas si simple, vous voyez, bon, il y a un agriculteur là, je lui ai dit, tu ne reviens plus au domicile, c'était la ferme. » Et 15 jours plus tard, j'ai sa femme qui me demande audience en me disant « Écoutez, monsieur le procureur, je pense qu'il a compris et vous l'avez exclu de la ferme, alors je me trouve seul à m'occuper des poules, des cochons, de ramasser les œufs, j'en peux plus, laissez-le revenir. » Alors il me dit « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur ?» Donc vous voyez que l'évaluation doit être au cas par cas, avec un accompagnement au cas par cas. C'est le défi de l'accompagnement des auteurs. Ils ne sont pas tous du même acabit. Il y a des sujets, il faut interdire qu'ils se rapprochent en utilisant un petit peu le bracelet électronique ou le téléphone. Et d'autres, effectivement, il y a la reprise de la vie commune. Vous voyez un peu la difficulté, le défi sur le terrain des accompagnants des sujets violents. Et puis il y a les thématiques spécifiques. J'ai beaucoup fait pour montrer que la violence est parfois spécifique. Et donc, si elle est spécifique, c'est qu'il y a des problématiques spécifiques que le sujet échoue à maîtriser. Et on ne sera pas étonné de trouver chez beaucoup d'hommes violents une jalousie que les psys appellent une jalousie de caractère, une jalousie maladive. C'est normal d'être jaloux quand on aime. Mais il y a des gens qui sont flippés de la jalousie. Je ne résiste pas à vous donner un petit peu de chair humaine de clinique de terrain. C'est toujours un jeune qui avait tapé sa femme, etc. Il me dit, tout d'un coup, il se met à penser quelque chose, et puis il se met à haleter, je ne sais pas pourquoi. Docteur, est-ce que même à vous, je peux vous dire ça? Ah, je suis en train de penser quelque chose. Ah non, ça me choque. Même vous, j'ai peur de ce que vous allez penser. Alors bon, je finis par le décontracter, vous avez compris. Il me dit, voilà, c'est vrai que je suis jaloux. Alors, vous voyez, ma femme, oh, je n'arrive pas à vous le dire, j'aimerais lui mettre un collier. Mais ce collier, il y aurait une très longue laisse. Elle pourrait aller où elle veut, même 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres. Mais si j'avais une crise de jalousie, je pourrais tirer. Elle reviendrait. Ah, elle est là, elle n'est pas en train de me tromper. Vous voyez à quel point certains peuvent être jaloux. Vous voyez, c'est même un imaginaire clinique dingue de la jalousie morbide. Bon. Donc, ce que je veux montrer, c'est que dans les thématiques spécifiques, c'est pas le thème qui est intéressant, c'est l'intensité. Le deuxième que je vais traiter, je ne vais pas tous les traiter, c'est la peur de perdre. Tous les gens savent que quand on aime, ben finalement, qu'est-ce qui est le plus tragique? Certains d'entre nous l'ont vécu à un moindre degré, c'est que bon, l'autre n'est plus là, la peur de perdre. Mais là aussi, ça peut être lancinant. Et regardez finalement même, beaucoup de ces hommes violents, pas tous, pas les cyniques, etc., pervers narcissiques si on veut, mais tigres de papier, ils craquent dès qu'ils sont quittés. Ils ne supportent pas la séparation. Ils ne supportent pas la violence paroxystique. Intervient souvent dans le moment où elle les quitte, où ils pensent qu'elle va les quitter. Donc, c'est l'intensité de la peur de perdre qu'on doit, nous, professionnels,
essayer d'objectiver pour montrer à quel point quelqu'un peut être dangereux. Je vais vous le dire là aussi, j'aime bien la clinique, vous l'avez compris, des histoires vraies. J'avais un ami, Giancarlo Nivoli, qui était professeur de psychiatrie, vous voyez, je prends un peu son accent, en Sardaigne, et il y a très très longtemps, il représente comme ça, on ne parlait pas de violence conjugale, mais de crime passionnel. Alors, voilà comment il représentait un peu quelqu'un. Il nous dit, ma femme, je l'aime, ma Juliette, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie. Je ne pourrais pas supporter qu'elle me quitte. Mais docteur, aidez-moi. Si elle me quitte, je me tue. Que va penser un clinicien classique? Cet homme va se suicider si elle le quitte. Mais 15 jours plus tard, bam, elle est morte, et lui, le cochon, il est toujours vivant. Hein? Donc, on a sous-estimé en clinique le fait que, et regardez, c'est de la clinique criminologique. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais jeune psychiatre, c'est quel était le danger des gens déprimés? C'est qu'ils se suicident. C'est vrai pour tous les normaux névrosés. Mais tous ceux qui ont une immaturité, un égocentrisme problématique, le risque, même s'ils sont authentiquement déprimés, même s'ils nous disent qu'ils ont des idées de suicide, ils vont d'abord être hétéro-agressifs avant peut-être d'être auto-agressifs. Cette séquence dans la dépression, d'abord de la violence contre l'autre et puis la violence contre soi, est effectivement quelque chose de très fort qu'a souligné un peu la psychocriminologie. Donc, vous voyez que voilà cette clinique concrète que je vous propose, que vous développerez à votre façon pour évaluer l'homme violent. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il dit de son acte? Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques de fragilité dans la conjugalité? Et donc, quand on a ces trois axes, on va voir qu'il y a des gens qui sont assez faciles à prendre en charge. Ils vont reconnaître beaucoup de choses, ils vont accrocher, ils vont être contents de l'aide que vous allez leur proposer, et on va se dire, ils sont assez faciles à prendre en charge, et c'est vrai. Ensuite, il y a le gros de la troupe, qui reconnaissent un peu, lient un peu, ils sont... Et donc, souvent, en individuel, on a un peu de mal, et il y a une pertinence des groupes de parole, parce qu'en groupe de parole, ils écoutent d'autres qui sont plus autocritiques, plus, comment dirais-je, plus peut-être libres pour accéder à leurs émotions profondes. Et donc, finalement, ils ont besoin de l'écoute des autres pour avancer, même s'ils peuvent toujours être suivis par un suivi individuel. Et puis, il y a des sujets plus problématiques. Je ne vais pas développer là, et je glisse vers le dernier aspect de mon intervention d'aujourd'hui, qui m'intéresse beaucoup parce que je suis un de ceux qui s'est le plus intéressé peut-être à ce concept, évidemment, cette patate chaude de l'évaluation, la dangerosité criminologique. Est-ce qu'après une mise en cause, on pourrait zoomer, flécher la minorité d'hommes violents qui, malgré l'intervention de la justice, malgré la garde à vue, malgré l'intervention du procureur de la République, pourraient glisser vers une violence répétitive et dont, vous l'avez compris, ces fameux féminicides, même si de changer le mot ne change pas les choses. Et donc, sur ce sujet, je pense qu'il faut avoir des idées simples, pragmatiques et qui sont utiles. Et je vais vous proposer juste une dizaine de critères, parce que je pense qu'il faut être simple, qui, à mon avis, balisent, permettraient peut-être qu'on anticipe dans des situations qui pourraient se terminer mal. D'abord, 5 critères criminologiques. On n'a pas besoin d'être psy pour essayer de les chercher. L'une est presque une vérité de la palisse. Si quelqu'un a déjà été violent dans la conjugalité sur une autre femme ou sur sa femme, et qu'il recommence, donc quelqu'un qui a un antécédent de violence conjugale, c'est un critère de risque. Le harcèlement. Et on a la chance dans le monde moderne, c'est le mérite du monde moderne, avec les SMS et les mails, de pouvoir objectiver le harcèlement, sinon avant c'était des paroles qui flottaient. Les menaces de mort avérées. C'est pas neutre quand même de menacer quelqu'un de mort. L'utilisation d'une arme. Beaucoup d'hommes violents sont violents à main nue. Donc quand il y a une arme, c'est un signe qu'en statistique de criminologie, on a identifié
comme une situation à risque. Et puis aussi, indépendamment de l'antécédent de violence conjugale, l'antécédent de violence, d'atteinte aux personnes dans d'autres domaines de la conjugalité. On a là 5 critères criminologiques qui sont facteurs de risque, pas des pronostiqueurs systématiquement de violence. Et alors les 5 critères cliniques aussi, et j'ai, après une intervention qu'a retenue Madame le procureur général, qui a pris maintenant sa retraite un petit peu à la Cour d'appel de Paris, on a proposé à un groupe d'experts, à sa demande, pour faire dans les 6 semaines, le sujet étant dans un premier temps parfois incarcéré, pour faire une évaluation clinique du risque, pas simplement décrire sa personnalité, décrire les facteurs de risque. Et je vais le dire, du plus important pour moi, 5 critères, là aussi, pour être simple, pour que ce soit utile sur le terrain et que finalement, quand on a l'impression qu'il y a du risque, vous avez compris qu'il faut vite mobiliser l'interprofessionnalité pour empêcher la récidive, parce que sinon, on a eu des... Alors, le premier, c'est la personnalité paranoïaque. Je vous le dis en tant que psy, les paranos qui sont violents, les féminicides sont dans les 30 majorités de cas faits par des gens qui sont parano. Le parano, plus susceptible, plus méfiant, plus interprétatif, etc. Donc, même quand on n'est pas psy, on le reconnaît tellement il est particulier. La personnalité paranoïaque, pour moi, c'est le facteur de risque le plus fort dans le domaine clinique et on le retrouve dans beaucoup de cas. Vous avez vu un peu, intéressez-vous à la personnalité même de ces sujets qui font des féminicides. Le deuxième élément, on retrouve, je disais tout à l'heure, le contexte dépressif avec les idées de suicide. Un homme ou une femme normale déprimée va se faire mal à elle-même. Les sujets qui ont d'autres structures de personnalité, quand il y a dépression et idée de suicide, c'est la petite vignette de mon ami le professeur Nivoli. Pensons-y toujours. Alors, si un sujet parano se déprime avec idée de suicide, là, vous voyez que donc il vaut mieux qu'elle fuit. Le contexte de séparation, ça tout le monde l'a repéré dans le champ social. Et enfin, bien sûr, le 5e critère, l'appoint exotoxique, l'alcool et la drogue. Voilà très simplement 10 critères qui signent, qui évaluent le risque. Et j'en viens finalement à la conclusion. Vous voyez que j'ai essayé de vous proposer une clinique de terrain, une clinique d'écoute, avec un langage sémiologique qui est utilisable par les psys, les travailleurs sociaux, les éducateurs, et donc bien évaluer, avoir une bonne évaluation de l'homme, cet acte intellectuel, permet de mieux prendre en charge en différenciant 3 catégories, et puis surtout également permet, et on doit tous, maintenant que finalement le défi de l'accompagnement des auteurs a été acté par le gouvernement, il faut essayer qu'on essaie aussi dans nos prises en charge de zoomer, pas pour les persécuter, pas pour les stigmatiser, sur les 5% de sujets qui nous apparaissent plus à risque, parce qu'effectivement, le fin du fin, ça serait pouvoir évidemment prévenir ces féminicides. Donc, bien évaluer pour mieux prendre en charge, et je ne l'ai pas dit, de façon psychoéducative. Ce n'est pas une psychothérapie, c'est une psychoéducation, la prise en charge un peu des hommes violents, et surtout pour mieux participer à ce beau travail dans le champ social qui est la prévention. Merci de votre attention.